qui scintillerait dans le désert, les galaxies émergent de l'obscurité. Elles se composent de milliards de lumières flamboyantes, les étoiles. Il y a des milliards et des milliards d'étoiles. On en compte 400 milliards rien que dans notre galaxie. Mais comment sont-elles nées? Comment s'éteindront-elles? Et pourquoi les habitants de la Terre doivent-ils la vie à des étoiles mortes? Tout commence ici, dans ce nuage de poussière et de gaz qui flotte au-dessus du désert interstellaire. Voici les piliers de la création. Les piliers de la création sont des nurseries stellaires. De nouvelles étoiles naissent au cœur de ces colonnes de gaz. Situés à 7000 années-lumière de la Terre, ils font partie de la nébuleuse de l'Aigle, qui n'est qu'une des milliards de régions de l'univers où se forment les étoiles. Ce sont des colonnes de gaz d'hydrogène et de poussière. Sur le tableau périodique des éléments en chimie, vous avez en haut les éléments légers, hydrogène, hélium, lithium, et au fur et à mesure que vous descendez, les éléments de plus en plus lourds. L'hydrogène est l'élément le plus léger, le plus simple et le plus répandu dans l'univers. Il est essentiel dans la composition des étoiles. À l'intérieur d'une nébuleuse, les gaz et les poussières s'unissent lentement pour former de petits nuages. Pendant des millions d'années, ils sont poussés à se rassembler par une force que nous connaissons bien. C'est cette même force qui nous rattache à la Terre et qui nous garde à sa surface. C'est la force de gravitation. Elle pousse les objets les uns vers les autres, permettant ainsi la formation des planètes, des étoiles et des galaxies. La gravitation est sous bien des aspects la force la plus importante de l'univers. Et une de ses activités principales est la formation des étoiles. Celles-ci sont comme une unité de masse, produite par la gravitation en rassemblant des éléments dispersés. En se contractant, chaque nuage peut produire jusqu'à des milliers d'étoiles dans n'importe quelle région du ciel. Pour former une étoile comme notre Soleil, dont le diamètre est d'1,5 million de kilomètres, il faut un amas de gaz et de poussière encore 100 fois plus grand. Au début de leur existence, ces nuages ont une température très basse, de 70 degrés en dessous de zéro. Mais quand la gravitation les fragmente et les compresse, leur température commence à s'élever. Au bout de quelques milliers d'années, le nuage finit par prendre la forme d'un disque aplati. La gravitation fait fondre le centre du disque, qui se transforme en une sphère, dont la température atteint 2 millions de degrés. Ce système lumineux est aujourd'hui connu sous le nom de proto-étoile, ou protostar. 10 millions d'années plus tard, le noyau d'hydrogène de la toute jeune étoile dépasse les 18 millions de degrés. Et c'est alors qu'il se produit une chose incroyable. Le noyau devient tellement brûlant qu'il peut alimenter une fusion thermonucléaire. Ces mots veulent simplement dire qu'il fait très chaud en un point donné et que de petits atomes y deviennent grands. Les atomes d'hydrogène se déplacent assez vite pour entrer en fusion et former un atome d'hélium. C'est cette réaction nucléaire qui produit l'énergie qui permet à l'étoile de se lancer dans la vie. Elle lui procure une source constante de lumière et de chaleur. Elle va générer sa propre lumière et sa propre chaleur. C'est là l'essence même d'une étoile. Quand il y a fusion, il y a naissance d'une étoile. Une fois née, l'étoile va mener un combat permanent. Elle va devoir en particulier lutter sans cesse contre la gravitation. La gravitation, dans un premier temps, rassemble les étoiles, puis elle tente de les broyer. Elle ne cède jamais. Elle pousse constamment les objets les uns vers les autres. Si l'étoile veut avoir une longue vie, il lui faut trouver le moyen de combattre cette force. Vous sentez les effets de la loi de la gravitation quand vous essayez de sauter ou de gravir un rocher. Vous êtes sans cesse ramené vers le bas.
Pour lutter contre elle, vous devez mettre en action une force qui travaillera dans la direction opposée à la gravitation. Si vous disposez d'une corde, vous pouvez vous servir de vos muscles pour tirer sur la corde et ainsi résister à la force de la gravitation et même la surmonter. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle cesse. Elle est toujours à l'œuvre et vous devez continuer à lui opposer une autre force pour ne pas tomber. Si vous abandonnez la partie ou si vous vous laissez aller ou encore si la corde se rompt, la gravitation gagne et vous tombez. C'est la même chose pour les étoiles. Elles essayent aussi de tenir, car la gravitation tend à écraser l'étoile en son milieu. Pour les étoiles, c'est la fission nucléaire qui représente notre corde, sous la forme d'une pression. Sous la chaleur, toutes les particules à l'intérieur de l'étoile se déplacent très rapidement et cognent à l'extérieur, ce qui produit une pression qui fait tenir l'étoile contre la gravitation. La pression qui pousse vers l'extérieur de l'étoile se mélange à celle de la gravitation qui pousse vers l'intérieur. Ainsi, l'astre peut-il rester là et brûler tranquillement jusqu'à ce qu'un événement se produise. Une étoile passera la plus grande partie de sa vie dans cet équilibre. C'est la phase que les spécialistes appellent la séquence principale. Notre Soleil est dans la séquence principale, ce qui est heureux pour nous. Cela nous procure chaque jour à peu près la même quantité d'énergie. Et c'est ce qui rend possible la vie sur Terre. Les étoiles en séquence principale ne sont pas toutes semblables. Certaines sont plus petites et plus froides que le Soleil, d'autres plus grandes et plus chaudes. La chaleur d'un objet se reflète dans la couleur de la lumière qu'il émet. Si l'on prend le Soleil, la plupart de la lumière qui en sort est de couleur jaune. Si sa température était plus élevée, les longueurs d'onde prédominantes de lumière sortiraient en bleu ou même en ultraviolet. Les étoiles plus froides émettent plutôt de la lumière rouge. Les petites étoiles froides et rouges comme Proxima du Centaure, qui est la plus proche du Soleil, sont appelées des naines rouges. Elles peuvent ne mesurer qu'un dixième de la taille du Soleil et la température à leur surface peut être beaucoup plus froide. On compte des milliers de degrés en moins. Les naines rouges sont le type d'étoile le plus répandu dans l'univers. Il y a beaucoup plus de naines rouges très sombres que d'étoiles comme le Soleil qui flottent dans l'espace. La nuit, quand vous regardez le ciel, vous ne voyez pas ces naines rouges parce qu'elles sont à peine visibles. Vous voyez de grandes étoiles très lumineuses qui pourtant sont très rares et très éloignées. À l'opposé, il y a les grandes étoiles bleues en séquence principale. La température à leur surface est en moyenne de 45 000 degrés Fahrenheit. Leur masse peut être 20 fois celle du Soleil et elles peuvent être 10 000 fois plus lumineuses. La taille d'une étoile revêt une importance capitale pour sa vie et sa mort. La masse est à la base de toute la vie d'une étoile. Les étoiles massives vivent moins longtemps que celles qui sont plus petites. Cela peut paraître étrange. Les grandes étoiles disposant de plus de combustible à brûler, on pourrait penser qu'elles vivent plus longtemps. C'est une sorte d'intuition. On se dit que les étoiles plus grandes doivent brûler leur combustible plus vite que les étoiles dont la masse est plus petite. Imaginez deux joueurs assis à une table de blackjack. On s'attend à ce que celui qui a le plus d'argent, le plus de combustible, puisse jouer plus longtemps. Mais si celui-ci mise très gros à chaque tour, un joueur qui dispose de plus d'argent mais qui mise 10 000 $ à chaque fois va épuiser son argent beaucoup plus vite. Ainsi, plus vous avez une masse élevée, une température élevée et une pression élevée, plus le niveau de fusion est fort et la masse dont vous disposez s'épuise plus rapidement. C'est un simple calcul. Il s'agit de savoir le combustible dont vous disposez et à quel rythme vous le convertissez. Les étoiles de grande masse vivent plus vite. Elles brûlent la chandelle par les deux bouts. Une très grande étoile meurt en l'espace d'1 million d'années. Une étoile 10 fois plus massive que le Soleil peut vivre 1000 fois moins longtemps. Notre Soleil vivra 10 milliards d'années.
Une étoile 10 fois plus massive pourrait ne vivre que 10 millions d'années. Tandis que des étoiles massives ont une durée de vie qui se mesure en millions d'années, on mesure celle des étoiles de masse plus petite en dizaines de milliards, voire plus. Toute étoile de faible masse née dans l'univers est encore dans la période de son enfance. Et l'univers en produit depuis plus de 10 milliards d'années. Les étoiles de ce type ne sont pas près de disparaître. Mais pour toutes les étoiles, y compris pour le Soleil, la vie en séquence principale ne peut durer éternellement. Elle ne continue qu'autant que l'étoile possède du combustible. Si celui-ci s'épuise, la fusion s'arrête et la gravitation gagne la partie. La gravitation ne lâche jamais le morceau alors que le combustible s'épuise au bout d'un moment. C'est ainsi que l'étoile et le grimpeur connaissent le même problème. S'ils abandonnent le combat contre la gravitation, ils meurent. Dans l'espace, c'est un cataclysme. Sa taille n'influence pas seulement la durée de vie d'une étoile, elle détermine aussi sa mort. Les étoiles massives explosent dans une violente déflagration, tandis que les plus petites sont vouées à disparaître lentement. Depuis 4 milliards d'années, le Soleil, qui est une étoile de faible masse basse et actuellement d'âge moyen, a eu la chance de continuer à brûler grâce à sa réserve d'hydrogène. Il est comme un joueur qui miserait lentement ses jetons. Le joueur peut rester là pendant un long moment, tout comme une étoile brûle son hydrogène pendant une très longue période de temps. Mais à un certain moment, tout cela sera épuisé. Les spécialistes prévoient que dans 4 milliards d'années, le Soleil atteindra ce seuil critique. Ses réserves d'hydrogène seront complètement épuisées. La fusion nucléaire s'arrêtera et la gravitation commencera à détruire l'étoile. À ce moment, la situation sera désespérée. Pour survivre, une étoile comme le Soleil doit trouver une nouvelle source d'énergie. Elle possède de l'hélium, mais pour brûler l'hélium, le noyau doit être 10 fois plus chaud qu'il ne l'a été durant tout le temps où il a brûlé de l'hydrogène. Il ne pourra pas faire fondre cet hélium en des éléments plus lourds, comme le carbone ou l'oxygène, avant que le noyau ne soit suffisamment brûlant. Il est plus difficile d'avoir des noyaux d'hélium assez proches pour que la force de fusion nucléaire s'en empare et les oblige à fusionner. Pendant que l'étoile continue à se contracter à l'intérieur, la nature lui jette une bouée de sauvetage. Le noyau est surchauffé par la pression gravitationnelle qui essaie de l'écraser. Quand le phénomène atteint 180 millions de degrés, l'hélium commence à fondre dans un pari désespéré pour survivre. Donc, le joueur désespéré pourrait arrêter, reprendre ses gains, rentrer chez lui et avoir davantage d'argent. Mais s'il continue à le brûler, il ne fait que différer l'inévitable. Et pour une étoile, l'inévitable, c'est de mourir. L'étoile, qui a brûlé pendant 10 milliards d'années grâce à son hydrogène, va maintenant fonctionner sur ses réserves d'hélium pendant plusieurs centaines de millions d'années. Et cela commence. Elle est à court d'hydrogène, elle commence à utiliser l'hélium, puis l'hélium diminue, elle tente d'utiliser le carbone, mais elle n'y parviendra pas. Toute cette activité a lieu dans le dernier dixième de sa vie d'étoile. La température torride de l'hélium en train de brûler provoque le gonflement des couches extérieures de l'étoile. À ce moment-là, l'atmosphère extérieure de notre étoile sera si peu retenue par la gravitation que cela débutera comme une sorte d'évaporation. À travers des séries de sursauts cosmiques, elle va éjecter son enveloppe extérieure de gaz, qui ne sont que faiblement retenues par la gravitation. Les cartouches de gaz envoyées vers l'extérieur et illuminées par l'étoile centrale provoquent ce qu'on appelle un phénomène nébuleux. Ce sont de magnifiques obus de gaz qui brillent en entourant le noyau de notre étoile en train de mourir.
Le noyau étant incapable de produire une autre fusion nucléaire, est-il possible de survivre à l'emprise destructrice de la gravitation? Quand une étoile de la taille, elle éjecte ses couches extérieures. Sans réaction nucléaire pour générer une pression extérieure, la gravitation l'emporte. L'étoile commence à tomber sur elle-même comme un grimpeur trop fatigué pour se retenir à sa corde. Il y a encore une possibilité pour le grimpeur trop fatigué pour tenir sa corde. Il peut trouver un rebord où s'asseoir. La gravitation pourra l'attirer tant qu'elle voudra, le rebord le soutiendra. Il n'aura aucune énergie à développer pour gagner son combat. Le Soleil est un exemple d'étoile qui peut trouver une porte de sortie dans son combat contre la gravitation. L'étoile en train de se contracter trouve un refuge surprenant, les électrons. Ce sont de petites particules atomiques chargées négativement. Les électrons n'aiment pas être comprimés. Ils restent très proches les uns des autres, mais ils ne s'aiment pas. Si vous comprimez assez fort des électrons, cette pression même est capable de soustraire l'étoile à la gravitation. Quand le noyau de notre étoile, semblable au Soleil et qui est en train de mourir, est écrasé sur un objet de la taille de la Terre, ce qu'on appelle la pression dégénérative de l'électron prend le dessus. La gravitation ne peut pas continuer à détruire l'étoile. Elle se refroidit doucement et prend la forme d'un étrange débris stellaire bizarre, connu sous le nom de naine blanche. Ainsi en est-il de Sirius B, qu'on peut vaguement apercevoir à côté de sa compagne, Sirius, l'étoile la plus brillante de notre ciel. Une naine blanche est un type d'étoile très étrange. Elle est extrêmement dense. La naine blanche a une masse équivalente à 300 000 fois celle de la Terre, comprimée dans un volume de la taille de la Terre. Une cuillère à thé pleine de cette matière pèserait plusieurs tonnes. C'est quelque chose d'assez étonnant. Une naine blanche est l'étape finale dans la vie d'une étoile de type solaire. Mais elle n'est pas encore tout à fait morte. Elle continuera à briller pendant des milliards d'années en irradiant toute l'énergie accumulée au cours de sa vie. J'aime appeler les naines blanches des étoiles à la retraite. La lumière qu'elles diffusent est de l'énergie qu'elles ont accumulée pendant leur vie, pendant qu'elles fusionnaient les éléments légers en éléments lourds. C'est ce que le Soleil est en train de faire à l'heure actuelle. La naine blanche dépense ce qu'elle a épargné au cours de sa vie. C'est une étoile retraitée. C'est le destin du Soleil. Mais certaines naines blanches peuvent avoir un dernier baroud d'honneur grâce à un compagnon qui leur tend une main secourable. Car bien que le Soleil soit un solitaire cosmique, plus de la moitié des étoiles se déplacent dans la vie avec un compagnon. La plupart des étoiles font partie de systèmes binaires, ou parfois même multiples. Les couples qui sont proches ont parfois des destins différents de ceux des étoiles solitaires. Si une naine blanche est liée par la gravitation à une autre étoile, elle peut voler la nourriture de son compagnon. La petite naine blanche, qui a une forte densité, exerce une poussée gravitationnelle telle qu'elle va pouvoir siphonner le gaz hydrogène de l'autre. En prenant de la matière auprès de sa compagne, l'étoile peut développer sa masse. Mais celle-ci peut ensuite atteindre une limite instable, 40% de plus que la masse de notre Soleil. À ce moment-là, la naine blanche connaît une catastrophe. Elle explose en un éclair aveuglant. Il se produit ce qu'on appelle un emballement thermonucléaire. Cette explosion gigantesque est connue sous le nom de supernova de type 1. Si le Soleil faisait cela, ce qui ne sera pas le cas, il s'éteindrait de façon assez douce. Mais nous aurions besoin d'une protection solaire d'un coefficient de plusieurs millions pour nous protéger de l'éclair aveuglant.
À Berkeley, qui dépend de l'Université de Californie, l'astronome Alex Filippenko est l'un des meilleurs chasseurs de supernovas. Son équipe en a localisé plus de 600 au cours de la dernière décennie. C'est considérable, dans la mesure où il en apparaît peut-être 12 par siècle dans chaque galaxie. Traquer les supernovas est comme scruter un stade de football bondé avec des jumelles, dans l'espoir d'attraper l'unique personne susceptible de déclencher un flash à un moment précis. Si vous devez regarder un à un chaque spectateur, il va vous falloir beaucoup de temps pour trouver celui qui va prendre une photo au flash. Filippenko accroît ses chances en étendant sa recherche au-delà des étoiles, ou même des seules galaxies. Pour cela, il fait appel à un assistant à la technologie très avancée. Voilà un engin de recherche robotique qui explore les étoiles et les supernovas en train d'exploser. Il était programmé pour photographier plus de 1000 galaxies en une nuit. En une semaine, il prend des images de 7 à 8000 galaxies. Et il répète ce processus en comparant les nouvelles images aux précédentes. En général, il n'y a rien de neuf sur les nouvelles photos, mais parfois surgit une étoile. Une supernova disparaît. Et l'on remarque un point de lumière éclatant qui n'était pas là dans les anciennes images. Bien qu'une supernova soit très brillante, sa lumière visible ne représente que 1% d'1% de son énergie totale. Un 10 millième de toute l'énergie émise pendant son explosion colossale. Les supernovas de type 1A proviennent de naines blanches en train d'exploser. D'autres, connues sous le nom de supernova 2, indiquent la mort dramatique d'étoiles encore plus massives, 8 ou 10 fois plus massives que le Soleil. Contrairement à leurs cousines plus petites, quand les étoiles massives ont épuisé leur hydrogène, elles peuvent commencer à brûler d'autres éléments. Les cendres de chaque série de réactions nucléaires deviennent le combustible pour la prochaine, si bien que lorsqu'elle est proche de la fin, une étoile massive ressemble à un oignon, avec une couche extérieure de combustible originel, d'hydrogène, entourée de couches successives d'éléments de plus en plus lourds. Elle traverse la vie en transformant l'hydrogène en hélium, puis l'hélium en carbone et en oxygène, puis l'oxygène en néon et en magnésium, et ensuite en silicone et sulfure. Et ensuite vient le fer. L'étoile massive développe un noyau de fer. Mais la fusion du fer en éléments plus lourds n'apporte rien de bon à l'étoile. Elle ne garde pas la chaleur à l'intérieur, car la fusion du fer en éléments plus lourds requiert de l'énergie. Elle absorbe de l'énergie, elle n'en libère pas. Ainsi, ce noyau de fer se développe sans fusion, et il devient parfois instable. Quand sa taille atteint environ 1,5 fois celle du Soleil, il s'effondre. Et cet effondrement est violent. En 1 seconde et demie, un noyau de la taille du Soleil est détruit en un objet de 15 km de diamètre. Pendant un moment, le noyau rebondit, se fracasse sur les couches extérieures de l'étoile et donne le coup d'envoi à une des explosions les plus massives de l'univers depuis le Big Bang. L'effondrement du noyau de fer disperse le reste de l'étoile au cours d'une explosion colossale. C'est vraiment un événement stupéfiant, incroyable. Les spécialistes sont convaincus que les supernovas représentent bien plus qu'un light show spectaculaire. En fait, elles sont la source d'éléments lourds qui transforment tout autour de nous. Tout le fer que vous voyez dans cette fonderie vient d'étoiles qui ont fini en explosions gigantesques. Tout ce fer vient d'étoiles en train d'exploser. Et tous les éléments plus lourds que le fer sont faits, directement ou indirectement, d'étoiles explosées. Ces éléments ont été éjectés dans le cosmos au cours d'événements démesurés. En se dispersant dans l'univers, la matière issue de ces explosions a produit des planètes, des lunes, de nouvelles étoiles, et aussi quelque chose d'encore plus extraordinaire.
Si vous pouviez remonter sur la trace de vos ancêtres jusqu'aux origines, vous trouveriez sur votre arbre généalogique une étoile en train d'exploser. Nous sommes essentiellement faits de matière d'étoiles ou de poussière d'étoiles, comme Carl Sagan aime à le dire. Les éléments de notre corps, plus lourds que l'hydrogène et l'hélium, viennent d'étoiles mortes depuis longtemps. Le calcium de nos os, l'oxygène que nous respirons, le fer de nos os, de notre sang, le carbone dans la plupart de nos cellules, tout cela vient des étoiles. Il y a eu des réactions nucléaires, puis tout cela a été éjecté par la supernova. Et les éléments les plus lourds, le fer et ceux que je viens de citer, ont été produits par les explosions elles-mêmes par la supernova. Tandis que l'explosion d'une supernova de type 2 inonde l'univers d'éléments lourds, le noyau d'une étoile en train d'exploser est gardé intact. C'est la gravitation qui va se charger de le détruire. Mais pour cela, même s'il est plus petit qu'une naine blanche, elle va devoir vaincre une force étrange, la pression de dégénérescence de l'électron. La gravitation trouve un moyen de combattre la tendance des électrons à se pousser à l'écart l'un de l'autre, en combinant les électrons avec les protons et en les transformant en neutrons. On a maintenant un objet qui est presque entièrement fait de neutrons et la gravitation l'emporte. Cela permet au système de s'effondrer plus loin, il n'y a plus d'électrons pour arrêter le processus et la gravitation semble gagner. Sauf que les neutrons ne s'aiment pas les uns les autres et on finit avec un nouvel objet stable, encore plus petit, encore plus dense, appelé l'étoile à neutrons. Comparées aux autres, les étoiles à neutrons sont des cailloux cosmiques. Elles peuvent mesurer moins de 15 km de diamètre. Imaginez que vous preniez une étoile qui fasse 1,5 fois la taille de notre Soleil. Ensuite, vous comprimez toute cette matière en un très petit espace, de la taille de Manhattan. Vous venez de fabriquer un neutron. En pressant cette masse dans un si petit espace, on constitue un objet extrêmement dense. Une cuillerée à thé de matière d'étoile à neutrons pèserait 1 milliard de tonnes. Les étoiles à neutrons sont les objets les plus fous et les plus intéressants que les astronomes aient à étudier. Si un être humain se mettait debout sur l'une d'entre elles, il vivrait une expérience assez inconfortable. Si sur Terre il pèse 75 kg, sur une étoile à neutrons, il pèserait quelque chose comme 10 milliards de tonnes. Notre système biologique ne peut pas supporter une telle pression, et l'être humain serait aplati à la surface de l'étoile. De plus, les étoiles à neutrons tournent sur elles-mêmes à une vitesse incroyable, des centaines de fois par seconde dans certains cas. C'est ce tournoiement rapide qui a d'abord empêché les astronomes d'identifier les étoiles à neutrons. Certaines étoiles à neutrons tournoient très rapidement et elles possèdent un champ magnétique très important. Ce champ magnétique, lié aux forces du tourbillon, produit un faisceau de particules chargées, des électrons qui vont glisser sur l'axe du champ magnétique. Une fois en accélération, ils dégagent de la lumière et produisent un faisceau très précis. C'est comme un phare, dont le faisceau couvre tout le champ qui est autour de lui. Mais vous ne l'apercevez que lorsqu'il croise votre champ de vision. De la même façon, vous ne pouvez voir l'étoile à neutrons briller que lorsque son faisceau est dirigé vers vous. Cet objet est appelé pulsar. Certaines étoiles sont tellement massives que même une étoile à neutrons ne peut pas tenir sous le poids de leur effondrement. Et ensuite, la gravitation les réduit en un objet de densité infinie et qui nous fascine, le trou noir. Dans un sens, un trou noir représente la mort ultime d'une étoile. Un trou noir est à la base une victoire de la gravitation sur la masse. C'est la destruction totale d'une étoile, d'une très grande étoile. Cette destruction crée dans l'espace une région où la matière est comprimée à une telle densité qu'on ne peut échapper à son champ gravitationnel. Rien ne peut échapper au trou noir, même ce que nous connaissons de plus rapide, c'est-à-dire la lumière.
Vous dirigez un faisceau lumineux vers le haut et il ne s'échappera pas. Il va former une courbe et retourner à son point de départ. Vous ne pourrez pas le voir de l'extérieur, d'où le nom de trou noir. On pense souvent que les trous noirs absorbent tout dans l'univers, comme un aspirateur cosmique qui avalerait tout ce qui est dans son voisinage. Ce n'est pas cela. Les objets qui sont très proches du trou noir vont en effet être aspirés par lui. Mais si vous êtes à une certaine distance sur votre propre trajectoire, vous ne le serez pas. Les spécialistes ont longtemps pensé qu'ils étaient devant une autre sorte de supernova, liée à d'autres étoiles, et peut-être à de plus puissantes explosions. Des étoiles qui s'effondreraient si brutalement qu'elles ne laisseraient derrière elles aucun débris. Mais personne n'en a encore vu jusqu'à présent. Même après tout ce temps, l'univers est toujours aussi surprenant par sa puissance. À l'automne 2006, les astronomes observent la plus vaste explosion stellaire dont ait jamais été témoin un homme. À 240 millions d'années-lumière de la Terre, une étoile massive se désintègre. Alex Filippenko et son équipe de l'Université de Californie furent stupéfaits par la puissance de l'explosion. L'énergie totale émise était 100 fois plus importante que celle d'une explosion massive normale. C'était une explosion vraiment puissante et étonnante. Une supernova est issue de l'explosion d'une étoile 10 fois plus massive que le Soleil. Or, la supernova 2006 GY, comme l'ont nommé les astronomes, semble avoir indiqué la fin d'une étoile 150 à 200 fois plus massive que le Soleil. On n'en connaît pas de supérieur. Les spécialistes étudient toujours les conséquences de l'explosion. Mais ils pensent que la supernova 2006 GY a beaucoup à nous apprendre sur les premières étoiles qui ont peuplé notre univers. Nous pensons actuellement que les étoiles de la première génération devaient être très massives. Et elles ont sans doute explosé ainsi. Ce sont certainement ces méga-explosions qui, à l'origine, ont semé l'univers d'éléments lourds. Ces étoiles extrêmement massives sont les plus vastes usines de fer. Une seule étoile, de 150 fois la taille du Soleil, peut produire 20 ou 25 masses solaires de fer. C'est incroyable. Dans un cycle de vie, non seulement dans notre galaxie, mais dans tout le cosmos, quand une étoile meurt, en particulier parmi celles qui meurent de mort spectaculaire, c'est-à-dire les étoiles très massives dont le noyau contient du fer, c'est elle qui sème la graine qui donnera naissance aux générations suivantes d'étoiles, qui probablement contiendront les éléments de la vie même. Les supernovas ne sont pas les seuls événements libérateurs d'énergie dans la vie et la mort d'une étoile. À l'heure actuelle, dans tout l'univers, il y a des milliers d'étoiles engagées dans de brillantes danses de feu. Pour certaines, ce ballet finira en catastrophe. L'astrophysicien Joshua Barnes, de l'Université d'Hawaï, étudie ce qui se passe quand une étoile se désintègre. Nous ne pouvons pas observer des étoiles en train de se désintégrer. Deux étoiles, quand elles se rapprochent assez pour se désintégrer, seraient juste un point lumineux, même avec les plus grands télescopes dont nous disposons. Nous avons donc besoin de faire nos recherches avec un ordinateur. En faisant des simulations sur ordinateur, les astrophysiciens ne peuvent saisir que deux types d'étoiles pour découvrir ce qui arrive lorsqu'elles sont impliquées dans une collision stellaire. On imagine des situations et ensuite on voit ce qui se passe. C'est comme lorsqu'on étudie des collisions automobiles. On les prend, on les écrase l'une contre l'autre dans un parking et on voit ce qui en sort. Parmi les phénomènes les plus violents modélisés par les astrophysiciens, il y a le clash de deux étoiles à neutrons. En général, elles sont liées deux par deux et tournent en orbite l'une autour de l'autre. À ce moment-là, elles perturbent l'espace-temps autour d'elles et créent des vagues d'énergie.
Cette énergie ralentit les étoiles qui, de ce fait, deviennent de plus en plus proches. Quand elles arrivent vraiment très près, elles tournent en orbite de 100 à 1000 fois par seconde, et tout cela finit dramatiquement. Au moment où deux étoiles à neutrons entrent en collision, elles se déplacent presque à la vitesse de la lumière. Bien que le choc final ne dure qu'une fraction de seconde, il génère plus d'énergie que le Soleil n'en produira au cours de sa vie entière. Grâce à la simulation informatique, nous pouvons aussi prévoir ce qui arriverait si une naine blanche de forte densité entrait en collision avec le Soleil. Ce serait un choc effrayant. Au moment du rapprochement, les champs gravitationnels de la naine blanche commenceraient à déformer le Soleil, si bien qu'il ne resterait plus à l'état de sphère. Il se transformerait en une sorte d'œuf au fur et à mesure que l'objet se rapprocherait de lui. La naine blanche avancerait vers le Soleil à une vitesse supersonique, et sa force de gravitation enverrait une énorme onde de choc sur l'étoile. Cela produirait une énergie thermonucléaire telle que le Soleil exploserait. Le plus étonnant, c'est qu'il ne faudrait qu'une heure à la naine blanche pour plonger sur le Soleil et l'anéantir. Si ce scénario venait à se produire, la vie sur Terre serait condamnée. Heureusement, la probabilité que cet événement se produise est minime. Le Soleil est dans une partie peu peuplée de la Voie lactée. Les étoiles solitaires sont bousculées et s'entrecroisent tout en effectuant leur circuit autour du centre galactique. C'est une circulation complexe, mais l'espace entre les étoiles est tellement grand qu'il n'y a guère de chance qu'il se produise une collision. Si vous décidiez d'attendre sur une plage cet événement, vous auriez à patienter bien longtemps. Au cours de toute sa vie, le Soleil a probablement une chance sur 1 milliard d'entrer en collision avec une autre étoile. Mais il y a des endroits dans les galaxies où les probabilités de collision sont plus importantes. Des régions où des centaines de milliers, voire des millions d'étoiles sont rassemblées en un amas globulaire par la force de la gravitation. Comparé au bras spiral de la Voie lactée, un amas globulaire est comme un espace de démolition. Les chances que deux étoiles entrent en collision dans les bras en spirale de notre galaxie sont d'1 sur 1 milliard. Mais à l'intérieur d'un amas globulaire, le rassemblement d'étoiles est 1 million de fois plus dense que dans toute la Voie lactée. Dans la Voie lactée, tout le monde va plus ou moins dans la même direction. Dans un amas globulaire, il n'y a pas de mouvement organisé. Tous les objets sont en orbite autour du centre et suivent en même temps des directions différentes. Certains empruntent un chemin et d'autres une voie opposée. Dans cet environnement chaotique, les étoiles entrent en collision en moyenne 1 fois sur 10 000 ans. Dans un amas, toutes les étoiles sont plus ou moins nées au même moment. Quand les astronomes regardent un amas ancien, ils ne s'attendent pas à voir de jeunes étoiles. Et pourtant, les amas globulaires dissimulent souvent de mystérieuses étrangères. De grandes étoiles bleues, bien plus jeunes que les petites sombres qui les entourent. Elles sont connues sous le nom de traînardes bleues. Le mystère des traînardes bleues est qu'elles sont plus jeunes qu'elles ne devraient l'être. Dans ce type d'amas, toutes les étoiles qui ont cette masse et cette luminosité sont normalement mortes. Alors d'où viennent ces objets? Comment sont-ils entrés dans ces amas stellaires? L'astrophysicien Joshua Barnes pense connaître la réponse. Pour lui, les traînardes bleues sont le résultat de collisions entre de plus vieilles étoiles en séquence principale. Une collision de deux étoiles en séquence principale, deux étoiles comme le Soleil, est en fait relativement douce. La force de gravitation de chaque étoile les enferme dans une spirale. Elles ont perdu l'énergie liée au mouvement. Elles reviendront et repasseront plusieurs fois par la suite. Elles se sont réchauffées, elles ont gonflé, et elles se sont en quelque sorte enroulées l'une autour de l'autre. Elles passent plusieurs fois de plus en plus près, jusqu'à finalement se rassembler et se fondre l'une dans l'autre.
À la fin, plutôt que de déclencher une catastrophe, les deux étoiles se fondent pour former une étoile encore plus massive. C'est comme prendre deux petites étoiles anciennes, les piler ensemble pour faire une nouvelle étoile, 2 fois plus massive, ce qui signifie aussi plus brillante et plus bleue que les autres étoiles de l'amas. Alors elle semble traîner derrière les autres. Le mystère des traînardes bleues semble avoir été résolu. Mais il y a maintenant un objet inhabituel que la science tente d'expliquer. Trous noirs, étoiles à neutrons et naines blanches témoignent de la fin de vie stellaire. Mais il y a d'autres objets célestes étranges qui n'ont jamais eu la chance de briller. Ce ne sont pas exactement des planètes, ni vraiment des étoiles. Ce sont les naines brunes. Une naine brune est à la base une étoile ratée. Michael Yu, astronome à l'université d'Hawaï, recherche ces objets énigmatiques. Les étoiles produisent beaucoup de lumière. Elles sont faciles à voir de très loin, mais les naines brunes ont une température très basse. Elles émettent donc une très faible lumière. Elles sont tellement sombres que nous ne pouvons les voir que lorsqu'elles sont très proches de nous. Une naine brune comprend les mêmes éléments qu'une étoile, mais elle n'a tout simplement pas assez de masse pour soutenir une fusion nucléaire. Si un objet naît avec moins de 8% de la masse du Soleil, il ne peut pas produire sa propre énergie. C'est essentiellement une étoile ratée. Sans possibilité de fusion, ces étoiles ratées commencent à agir davantage comme des planètes. Si vous voliez à la surface d'une étoile dans un vaisseau spatial, vous ne verriez rien qui ressemble à des nuages ou des montagnes, rien de tout cela. Mais quand vous allez vers une naine brune, les choses commencent à changer. Nous pensons que leur atmosphère pourrait être similaire à celle d'objets massifs comme Jupiter. Si vous connaissez les images de cette planète, vous savez qu'elle est composée de tranches qui ont des nuages à leur surface. Même sans photo d'une naine brune, nous pensons qu'elle pourrait elle aussi avoir une structure de nuages. Ce ne sont pas des nuages comme ceux que nous connaissons. Imaginez comme un fer à vapeur qui fabrique ces nuages, assez minces pour que du fer en tombe sous forme de gouttelettes. Personne n'aimerait se trouver en dessous. Il s'agit de fer fondu. À ce jour, les astronomes n'ont localisé qu'environ 200 naines brunes, et ils se posent toujours de nombreuses questions sur ces mystérieux objets. Ils savent déjà que certaines d'entre elles sont entourées de disques de poussière et de gaz. Pourraient-ils se transformer en planètes? Ce n'est qu'un des nombreux mystères encore à résoudre, tandis qu'on continue à explorer les étoiles. Mais la science nous a déjà révélé que l'univers était un royaume magique de naines et de géantes, de traînardes et de supernovas. Et à travers l'histoire explosive des étoiles, nous avons découvert l'histoire du cosmos, ainsi qu'une clé pour comprendre nos origines.